passe la parole à Monsieur Mamadou Goïta maintenant. Il est tout aussi engagé envers les agriculteurs et les organisations paysannes, du moins en Afrique. C'est le directeur exécutif de l'IRPAD, mais ses champs d'action sont plus larges que ce qu'il fait à l'IRPAD. Donc, je te laisse la parole, Mamadou, et je vais te bousculer un tout petit peu pour qu'on puisse donner un peu plus le temps par la suite pour la discussion. Merci bien, Fatma. J'essaierai d'être assez bref en sautant beaucoup d'autres diapos qui sont préparés. Donc, comme les gens auront les documents, je crois que ça va aider après. Donc, je dois parler un peu des perspectives des marchés territoriaux, de la capacité de l'agriculture familiale à pouvoir répondre à la demande assez grandissante au niveau des centres urbains. Juste faire l'allusion à une question fondamentale qui est de quoi parle-t-on? Parce que quand on parle de marchés territoriaux, c'est un concept qui émerge, qui a fait l'objet d'une négociation au niveau du CFS et du CSA, le Comité de sécurité alimentaire. Et donc, il y a une définition assez intéressante donc, qui a été donnée à la page 2 du document de négociation qui dit que les marchés territoriaux, ce sont des marchés qui sont liés au système alimentaire locaux, nationaux et régionaux. Donc, ces marchés sont définis comme des marchés très diversifiés par lesquels transitent la plupart des aliments consommés dans le monde qui peuvent opérer à une échelle locale, transfrontalière ou régionale, en milieu rural, périurbain ou en milieu urbain, ou dans tous ces contextes que je viens de citer. Par ailleurs, ils sont directement liés aux systèmes alimentaires locaux, nationaux et régionaux, en ce sens que les aliments sont produits, transformés et commercialisés au sein de ces systèmes. Donc ceci est extrêmement important pour dire tout simplement deux choses. Que les marchés territoriaux, ce ne sont pas des marchés locaux seulement. Parce que souvent, on entend parler de marchés locaux dans le sens de dire que ce sont des marchés assez marginaux, localisés au sein d'un village, donc il n'a pas la propension de créer de la richesse et de créer les conditions de la redistribution de cette richesse. Ce qui est faux, et la plupart de ces marchés sont à des échelles qui dépassent l'échelle d'un village et donc on ne peut pas les qualifier seulement de marchés locaux. Deuxième élément important, et souvent qu'on attend, ce sont des marchés informels. Non, les marchés territoriaux ne sont pas que des marchés informels. Informels dans le sens que ce n'est pas enregistré pour que les systèmes de taxation et autres phénomènes soient associés, que ces marchés sont aussi bien informels que des marchés formels, qui sont situés à des espaces plus larges que l'espace d'un village, d'une commune ou d'une région, et qui sont souvent aussi d'ailleurs des marchés transfrontaliers. Donc, ils permettent de lier les systèmes alimentaires de la zone. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles je ne vais pas insister. Il y a 8 caractéristiques qui ont été données à ces marchés territoriaux, juste pour comprendre que les liens entre la mise à marché et les systèmes alimentaires sont interliés et que la création de la richesse, en grande partie, se fait à l'intérieur de ce marché et que la redistribution, qui est la partie la plus importante de la richesse créée, se fait dans l'espace du territoire. Donc, on territorialise la redistribution des richesses parce qu'on est souvent surpris qu'en Afrique, il y a le taux de croissance est assez élevé, mais que les gens deviennent de plus en plus pauvres. C'est tout simple. C'est parce qu'il y a une extraversion du système économique de ces pays où on crée la richesse à l'intérieur, mais ceux qui sont les plus grands gagnants de cette richesse se trouvent à l'extérieur. Donc les marchés territoriaux, c'est la contre-offensive contre ce genre d'exportation de la richesse, mais pour créer cette richesse à l'intérieur et la redistribuer aussi à ce niveau-là. Donc il y a un certain nombre de considérations sur lesquelles j'ai insisté dans cette présentation. C'est que dans la plupart des pays, je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, n'ont pas encore redéfini la finalité de leur agriculture. Quand je parle de l'agriculture, c'est au sens large. Élevage, la pêche, etc. Et le pastoralisme ou l'élevage ou d'autres segments liés. Alors pourquoi nous disons ça? Parce que la plupart des pays n'ont même pas de politique agricole. On est à des phases aujourd'hui où les gens sont en train de travailler sur la loi d'orientation agricole. Donc la question du marché, fondamentalement, va poser des problèmes. De quel marché parle-t-on? Je crois que les exemples ont été donnés ce matin et qui démontrent bien. Et ce qui n'a pas été dit le matin, c'est qu'il y a moins de 20% des produits alimentaires qui passent par les marchés mondiaux. Moins de 20%. Ce sont des statistiques officielles. Moins de 20%. Ça veut dire que les plus de 80% passent par d'autres types de marchés qui ne sont pas liés aux marchés mondiaux. Donc quand on regarde, on analyse la crise alimentaire de 2008, on se rend compte que le choc autour de ces 20% a créé les situations que nous connaissons. Même des pays qui étaient excédentaires se sont retrouvés à faire des
des mouvements sociaux dus à la question de la circulation de l'alimentation, etc. Donc quand on ne règle pas le problème de la vision liée à l'agriculture, on ne peut pas régler le problème de marché. Parce que le type de marché qu'on veut promouvoir, est-ce que nous parlons de marchés alternatifs? Est-ce que nous parlons des types de marchés qui existent et dans lesquels circule exactement et réellement la production nationale? Beaucoup de recherches sont en cours et qui démontrent bien que ces marchés sont très mal connus de par leur configuration et qu'il y a très peu d'investissements pour permettre à ce que ces marchés puissent contribuer non seulement à créer de la richesse, d'abord à nourrir les populations, à créer de la richesse et à redistribuer cette richesse-là à l'intérieur du territoire, mais aussi national que régional. Alors donc il y a certains points que je vais sauter assez rapidement. Je donne juste cet exemple-là, ce n'est pas très lisible, pour montrer que la structuration des investissements autour de ces exploitations agricoles familiales permet non seulement d'améliorer la qualité des produits, mais ça permet aussi d'augmenter de façon considérable. Après la crise alimentaire de 2008, il y a beaucoup de pays qui ont pris des mesures d'accompagner les exploitations agricoles familiales pour qu'elles puissent mieux produire. Il y a certaines productions, comme les riz, qui ont augmenté en Afrique de l'Ouest de plus de 11% entre avant la crise et la période de la crise. Il y a le maïs qui a augmenté de 10%, le mil a augmenté de 23%, la production totale de la zone Afrique de l'Ouest, et le sorgho qui a augmenté de plus de 18%. Ça se matérialise par ce schéma-là. Vous voyez ici les pays de l'Afrique de l'Ouest avec la proportion, avec plus de 59 millions de tonnes de céréales qui ont été produites. Et il y a aussi des statistiques sur les tubercules, etc., etc. Qui est une augmentation extrêmement importante de la production globale de ces pays-là. La plupart des pays, en dehors de Sierra Leone, avaient augmenté leur production avec l'accompagnement qui a été un accompagnement assez volontariste de l'État, non seulement avec certains types d'infrastructures, mais aussi avec des moyens financiers pour accompagner l'accès aux intrants. La question du financement, il y a un certain nombre de phénomènes sur lesquels je vais passer aussi. Alors, ce schéma indique bien les risques auxquels les exploitations agricoles familiales sont confrontées et leur capacité à améliorer non seulement l'organisation des marchés, mais leurs revenus à partir de ces marchés pour créer de la richesse qui peuvent permettre non seulement de réinvestir dans les exploitations, mais aussi de contribuer à d'autres services au niveau local, notamment le fonctionnement des collectivités territoriales, mais aussi l'accompagnement du budget national et d'autres phénomènes associés. Il y a trois grands risques sur lesquels je vais insister. Les risques économiques qui sont liés au phénomène de la perception que beaucoup d'acteurs ont de ces exploitations familiales. Les risques économiques liés au départ des jeunes, donc je vais plus large que les risques financiers. Les risques économiques liés aussi à des difficultés de financement de ces exploitations agricoles familiales, en sachant que pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, le taux de rentabilité interne de l'agriculture est de 7%, mais la plupart des systèmes de crédit qui existent vont de 18 à 40% l'an pour la plupart de ces systèmes-là. C'est pour ça que les microfinances aujourd'hui, qui sont des alternatives, malheureusement, ont des taux les plus usuriers que l'on peut rencontrer et qui varient souvent entre 30 et 40%, donc qui n'est pas adapté au financement des systèmes. Non seulement le montant est petit, très frustrant, le taux d'intérêt est élevé et la durée de ces crédits est très courte. Donc ce qui ne permet pas d'avoir des investissements à long terme. Donc il faut repenser les systèmes de financement décentralisés. Les seconds risques sont les risques naturels et les risques techniques. Liés, on a parlé de tout ce qui est changement climatique et d'autres aspects liés aux prédateurs des plantes, mais aussi des animaux. Et il y a des risques sociaux et politiques qui sont liés à l'exercice de ces métiers. Donc à partir de ces risques-là, nous voyons bien que, je vais sauter, il y a certaines initiatives de la région sur lesquelles je n'insiste pas. Nous voyons ici qu'il y a un certain nombre de besoins stratifiés qui doivent être connus. Je ne sais pas combien de minutes me reste, sinon je vais aller au bout. Donc cette stratification, elle est extrêmement importante. Je crois que le premier niveau de besoin, fondamentalement, c'est la question du renforcement du capital humain et social au niveau de ces organisations paysannes. On a parlé ici de formation, on a parlé aussi de la question de la vulgarisation, on a parlé aussi de l'accompagnement avec des infrastructures de base qui sont les meilleurs moyens d'assurer la redistribution de cette richesse, mais aussi de l'alimentation au niveau des territoires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on produit suffisamment. La plupart des pays, même les pays sahéliens, sont excédentaires, très souvent, mais qu'il y a des problèmes structurels pour redistribuer la nourriture dans les zones où on ne produit pas ce type de choses. Je peux vous donner les statistiques du Burkina, du Mali, du Niger, etc., etc. Ces pays sont excédentaires pratiquement à moins de tous les 10 ans en dehors des crises. Ensuite, il y a l'amélioration des ressources de base
l'accès à l'eau, l'éducation, à l'éducation, à d'autres types de services. Ensuite, les pouvoirs sur les marchés, les renforcements des pouvoirs sur la fixation des prix, mais aussi les négociations sur les marchés qui existent, et la capacité d'influence de la formulation des politiques et d'autres aspects importants. Alors, je vais juste terminer pour faire les propositions, 2 ou 3 propositions fondamentalement. En dehors de ces schémas, vous trouverez les autres aspects. Donc, le premier aspect, c'est le type de soutien. Je crois qu'il y a lieu de repenser carrément le système de financement de cette agriculture aujourd'hui. Ce que je viens d'énumérer est fondamentalement important parce que tout simplement, le système de crédit actuel n'est pas adapté au fonctionnement de ces agricultures familiales-là. Premier aspect. Le second aspect, il y a des problèmes structurels qu'il faut régler. Et ces problèmes structurels sont liés à l'investissement que l'État doit faire pour régler les problèmes des infrastructures routières, mais aussi des systèmes de stockage, de transformation et de ces produits. Ensuite, il y a le soutien aux stocks de souveraineté alimentaire. Ce que nous appelons stock de souveraineté alimentaire, à la place des stocks de sécurité, c'est que ces stocks doivent jouer un rôle de régulation, aussi au niveau national, mais aussi au niveau régional. L'Afrique de l'Ouest est engagée dans ces stocks régionaux qui permettent souvent aux exploitations agricoles familiales d'accéder à un certain nombre de ressources à travers les achats institutionnels, mais d'autres dimensions associées. Ensuite, tout ce qui concerne l'appui à des aspects d'amélioration de la production, l'organisation de ces marchés territoriaux pour qu'ils soient arrimés à des systèmes économiques beaucoup plus cohérents que ceux que nous avons actuellement, et ensuite la fixation des aspects de régulation de ces marchés et surtout mettre à disposition aussi des fonds de transformation de ces produits parce qu'on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui de l'industrialisation des industries agroalimentaires et les mécanismes aussi de transformation qui sont mis en place. Et les femmes et les jeunes sont les acteurs les plus importants dans ces différents aspects. Donc l'installation de ces jeunes constitue fondamentalement un créneau qui peut permettre d'améliorer les systèmes de marché au niveau de ces pays. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres petits détails que vous trouverez dans la présentation. Merci pour votre attention.